Et pas qu'elle, mais qui est présente là et qui va nous en parler. Et aussi de ton parcours, je pense qu'on en parlera aussi. Et je laisse tout de suite la parole à Akmal qui te présentera et qui animera la séance avec Raoula. Et je vous remercie d'avoir accepté de venir animer et enrichir cette rencontre. Merci beaucoup Leïla et merci à vous d'être là. Alors on va clore 2 jours qui ont été très intenses en film, en discussion, en débat, et je trouve que c'est bien aussi d'acquérir un peu sur quelque chose peut-être d'un peu plus universitaire, enfin un peu plus classique si on peut dire, à la fois qu'est-ce qui peut nous faire parler des féministes, des féminismes et des féministes aujourd'hui, parce que c'est comme on a vu que ça avait quand même plusieurs profils, il y avait une histoire même, il y avait des références, il y a des gens qui nous ont inspirés, qui inspirent encore les luttes, mais surtout, moi, ce que je trouve très intéressant dans ces 2 jours, c'est que nous avons appris qu'il y avait aussi des terrains très vivants où les féminismes s'expriment, se déploient, se développent, prennent aussi voilà, une personnalité particulière avec les mouvements politiques qui sont à la fois parallèles, concomitants et même qui sont, à mon avis, des échos, enfin des résonances de ce qui se passe. Donc, et on continue un peu dans cette optique des 2 journées, c'est-à-dire de laisser l'Algérie au centre, parce que c'est l'Algérie qui est au centre du 60e anniversaire, mais c'est aussi qu'il y a beaucoup, on sait peu de choses aussi sur les mouvements féministes algériens. Enfin, les Tunisiennes sont pas prétentieuses, parce que je trouve que les féministes tunisiennes sont sympas, mais je trouve aussi qu'il y a une forme de gauchissement des choses. Il y a une petite légende qui vient de l'histoire d'ailleurs, c'est pas une légende qui vient de rien, mais qu'en même temps aussi, chaque contexte aussi produit ses forces, produit aussi son histoire, et l'histoire ne s'arrête pas. Et surtout, elle ne se reproduit pas, elle ne se répète pas. Et donc voilà, moi j'étais très contente de voir qu'il y avait tous ces mouvements qui sont d'ailleurs inscrits dans la durée, et d'apprendre aussi qu'il y a une nouvelle revue. Moi je trouve ça formidable, elle est très jolie, moi je l'ai vue tout à l'heure, elle est très, très, très belle. Donc on va revenir un peu sur tous ces éléments-là, sur à la fois cette association nouvelle dont peut-être Sadi peut nous parler, et dont aussi Raoula peut nous parler pour faire un peu le pendant tunisien, parce qu'il y a des tas de choses aussi qui se passent en Tunisie un peu en dessous du féminisme officiel, du féminisme connu, du féminisme militant. Il y a aussi un travail souterrain aussi qui se passe en Tunisie, dans les enquêtes, dans les rapports, dans beaucoup de secteurs. Voilà, on va commencer par Sadi. Alors Sadi, tu es doctorante en anthropologie du droit. Parce que c'est vrai, je pense que le droit algérien aujourd'hui, je l'ai vu dans le film, est en cours, a besoin d'une sorte de lecture approfondie, pas seulement des militantes, mais peut-être aussi des scientifiques. Et donc tu vas en faire l'objet de ta thèse, qui est super, parce que ça va, à mon avis, on va trouver des lectures intéressantes. Et tu es aussi membre de cette association qui fait, à mon avis, un travail admirable. Moi, je suis historienne, donc tout ce qui est archives est pour moi fondamental, et comme c'est assez ingrat et ardu de faire des archives, j'admire les gens qui mettent un peu leur énergie là-dedans, parce qu'en général on parle des archives en les interprétant, alors que les chercher, les reconstituer, travailler pour la recherche après, etc., je trouve ça aussi admirable et à mon avis nouveau. Ça, on ne le faisait pas avant. Il y a 30, 40 ans, on ne se souciait pas, les gens militaient et puis ils laissaient derrière eux des choses. Et je trouve que cette conscience aujourd'hui de l'archive, cette conscience des corpus qui peuvent nous aider à comprendre comment se faisaient les féministes, c'est aussi quelque chose de très très contemporain, de très actuel. Et voilà, je suis très contente de voir aussi que ce sont des projets qui sont en cours et dont tu pourras nous parler. Alors, voilà, je vais te donner la parole à toi, la première, pour nous parler peut-être d'abord de ce projet et après de la place, ou de ce projet, puis je donne la parole à Raoula, puis après de la place, et je donne la parole à Raoula, pour essayer de faire ping-pong un peu. D'accord. Ok. Raoula, toi, tout le monde te connaît ici, mais je répète quand même que tu es une sociologue,
que tu travailles entre Sousse et la Manouba, que tu fais un travail aussi extraordinaire d'encadrement des étudiants dans l'écriture des travaux, et que tu es là aussi parce que tu fais beaucoup d'enquêtes dans plusieurs organismes, et là aussi peut-être que tu vas nous en parler, à la fois au Crédif, à la TFD, à Kautar, etc. Voilà, j'ai fait un peu mon boulot d'introductrice. Alors tu vas nous parler peut-être des archives. Très bien. Bon, alors les archives des femmes en Algérie, c'est pas une association, c'est un collectif c'est un projet que Awel Hawati, qui est doctorante en anthropologie et à l'école des hautes études à Paris, et qui a lancé ce projet en mars 2019, donc en plein mouvement populaire algérien. Et elle avait créé une page Facebook, et elle a posté quelques archives de membres de sa famille qui étaient militants des années 80. Et puis, moi, tout de suite, ça m'a parlé. Et elle savait aussi que c'est quelque chose qui me préoccupait, cette histoire des luttes des femmes en Algérie, ces mouvements féministes et leur histoire, et ce qu'elles ont produit pendant ces années-là et auxquelles on n'avait pas du tout accès. Et donc elle a lancé ce projet et elle m'a conviée à venir travailler avec elle. Et là, ce que vous voyez, c'est la première production qu'on a faite dans le cadre de la Documenta. Donc il y a un événement d'art contemporain à Cassel, qui a lieu tous les 5 ans à Cassel, qui existe depuis maintenant 60 ans. Et donc ils nous ont invités à participer à cette édition et à présenter notre travail. Et donc on a fait cette publication dans ce cadre. Alors le projet Archives des luttes des femmes, c'est un projet qui se veut de collecter et de créer un fonds numérique des productions, donc qu'elles soient des déclarations, des appels, des revues, des photos, des tracts, qu'importe, tous les documents produits après l'indépendance par des collectifs, des groupes, des associations de femmes qui ont milité pour l'égalité en Algérie, et aussi de la diaspora algérienne aussi à l'étranger. Pourquoi on a lancé ce projet? Il y a toujours un fond quand même de quête, en fait, comme ce que me disait Insa tout à l'heure. Elle n'avait pas pris la parole sur le film. Elle m'a dit que dans nos films documentaires qui a été projeté tout à l'heure, il lui semblait voir une quête, un chemin, une traversée entre tous ces univers qu'on traversait dans le film et que moi-même je traversais. Et c'est vrai que depuis mon arrivée en Algérie en 2014, je recherche beaucoup l'histoire de l'Algérie, et plus particulièrement celle des femmes. Je militais en France en tant que féministe. Je connais un peu l'histoire du féminisme en France, puisque c'est là où j'ai vécu, j'ai grandi, où j'ai fait mes études, mais je ne connais pas du tout l'histoire de l'Algérie, de manière générale, et encore plus celle du militantisme, et encore plus le militantisme féministe et les luttes des femmes en Algérie. Donc ça a été d'abord une quête personnelle. Je suis allée, dès que je suis arrivée en Algérie, j'ai un peu recherché les associations qui existaient, et je suis entrée en contact avec le réseau Wassila, et l'une d'elles, qui s'appelle Taïra Mjahed, qui est toujours militante algérienne, donc il a été dans les années 80, qui l'est encore aujourd'hui, et qui m'a montré l'une des premières archives à laquelle j'ai eu accès. C'est un agenda qui date de 92 et qui relatait un peu l'histoire du mouvement des femmes, et chaque date dans l'agenda correspondait à un événement historique de l'Algérie, mais côté femmes, donc par le prisme des femmes. L'histoire de Jamila Bouheled, de son arrestation. Donc l'agenda date de 92. Exactement. Mais la chronologie est faite dans l'agenda qui commence à l'indépendance. Et on a comme ça toute la création des associations, par exemple, 89, l'association, par exemple, la création de l'AEF, de l'Association pour l'émancipation de la femme. Il y a
la date de l'emprisonnement et de la libération de Jalil Pacha, plein d'événements comme ça, des événements de manifestation par exemple, et à partir de ça, je commençais à avoir une entrée dans l'histoire de ces luttes et de ces femmes, mais parce qu'on me disait aussi qu'il n'y a pas eu de lutte féministe en Algérie. Alors il y a eu des mouvements de femmes comme ça, mais voilà, c'était pas considéré comme un mouvement féministe. Puis elles ont rien produit, évidemment, elles n'ont pas écrit, alors que ça a été une période entre 88 et 92, une période prolifique, extrêmement riche en production militante, littéraire, des femmes, des revues, des textes sur l'histoire du mouvement, sur ce qu'elles faisaient au présent à ce moment-là. Et moi j'ai été extrêmement surprise et vraiment ravie de découvrir tout ça. Et de manière, c'était individuel, donc ça me nourrissait moi, ça nourrissait mes réflexions, ça nourrissait la recherche que je commençais, que j'avais envie de commencer sur le code de la famille. Et je découvrais toutes ces figures féministes qui n'étaient pas des légendes, qui ne sont pas connues dans le monde, ni en Algérie, mais que je côtoyais et qui continuaient à lutter. Donc je les découvrais dans les signatures des documents, dans des photos, dans des prises de parole, dans certains événements et certains documentaires. Et donc voilà, pour moi c'était le départ d'une écriture, de l'histoire et d'une découverte de cette histoire-là. Et est venu ce projet donc, en 2019, où c'est devenu, non pas une quête individuelle, mais voilà, une quête collective qui permet en tout cas qui a donné un sens aussi à cette quête. Alors, il y avait un sens pour moi parce que ça me nourrissait et ça construisait quelque chose, mais là il y a vraiment un sens militant, parce que c'est militant que je fais ça, aussi parce que c'est un sens militant de visibiliser cette histoire qui est complètement occultée, de donner voix et donner visibilité à ces documents, à cette réflexion, à ces mouvements de femmes, et qui nourrissent aussi les luttes présentes. Et puis ça donne aussi un sens collectif. Et nous, on a envie avec ce projet de visibiliser cette histoire, mais aussi que d'autres s'en saisissent, parce que c'est notre première publication, mais on ne voudrait pas faire tout le travail. On est les premiers à se servir de ces archives qu'on a récoltées, qu'on a numérisées, mais elles sont à disposition de toutes. Alors, c'est de créer une plateforme pour mettre à disposition de manière libre et gratuite tous ces documents qu'on a récoltés, qu'on numérise et qu'on va mettre en libre circulation. Et le but vraiment, voilà, c'est que d'autres s'en saisissent, que ce soit des chercheurs, des historiens, des historiennes, des étudiants, des artistes, des militantes, s'en saisissent pour écrire l'histoire, pour réfléchir, pour militer, pour créer. Et voilà. Et les archives, voilà, juste pour dire que les archives, on les retrouve en fait chez les militantes qui ont créé ces archives-là, ces documents à l'époque. Et vous avez commencé à faire ce travail de démarchage. Exactement, oui, parce que les documents qu'on voit là dans la revue qui circule, je crois, ce sont des documents qu'on a récoltés chez les militantes qui sont toujours vivantes, qui ont participé à ces actions, qui ont participé à la production de ces documents, et qui les ont gardés en fait, parce qu'à la fin, il y a eu une ouverture démocratique en Algérie en 89, après les événements de 88, la grande manifestation de 88 qui a été réprimée dans le sang. Et 89, il y a eu une ouverture démocratique, et donc la possibilité de s'organiser, de se créer en association et en parti politique était possible. Avant ça, c'était possible, c'était parti unique, le FLN, et association et parti politique étaient interdits, mais il y avait quand même du militantisme clandestin, et c'est pour ça que lorsque est arrivée l'ouverture démocratique, les gens se sont tout de suite organisés parce qu'ils étaient déjà organisés de manière officieuse. Et donc 89, c'est la création de je ne sais combien d'associations de femmes
92, arrêt du processus électoral et entrée de l'Algérie dans une décennie de guerre civile et d'années extrêmement difficiles pour les militants et pour tous les Algériens. Donc arrêt de beaucoup d'associations qui ont fermé et les militantes ont récupéré des archives de documents qu'elles ont gardés, qu'elles ont préservés chez elles de manière individuelle et qu'elles ont préservés jusqu'à aujourd'hui et qu'elles nous donnent accès. Elles nous donnent accès parce qu'elles ont envie aussi, elles ont conscience de la volonté de transmettre cette histoire et de la transmission intergénérationnelle. Et puis elles nous font confiance aussi, il y a aussi toute une histoire de confiance avec ces femmes. Mais quand vous dites numériser, qu'elles vont être disponibles, elles vont être sur un site, sur une plateforme, oui, elle existe. Alors elle n'existe pas encore. Non, mais je pose des questions naïves. Bien sûr, non, mais tu le fais bien. Mais non, elle n'existe pas encore, mais elle le sera bientôt. Alors c'est un travail très ardu et qui demande beaucoup de temps. C'est un travail qu'on fait à côté aussi de tout ce qu'on fait dans nos vies. Et donc non, la plateforme n'existe pas encore, mais on a un lien Drive où on met tous les documents et qu'on envoie à toutes les personnes qui le demandent. Et c'est vrai qu'on a quelques chercheuses qui nous demandent accès à ces documents et qui travaillent dessus, qui font des mémoires de master. Et on espère bientôt de thèse. Et donc il y a déjà du mémoire de master là-dessus. Il y a déjà en italien. Votre propre doctorat sera nourri de ça? Oui, il se nourrit énormément des archives que je récolte. Et il y a un mémoire de master qui a été soutenu cette année, c'est une italienne, Marcella, j'ai oublié ton nom, qui a soutenu voilà, sur une toute petite partie des archives. Il est écrit en italien? Il est écrit en français, en anglais aussi. Et mon doctorat, oui, il se nourrit beaucoup. Je travaille sur la pratique du juridique en Algérie, du code de la famille. Et ça m'intéresse beaucoup, évidemment, l'histoire du code de la famille, du statut personnel, colonial et post-indépendance, la manière dont il a été promulgué, les débats qu'il y a eu aussi, et les luttes des femmes contre... Et vous pensez qu'il y en a eu beaucoup entre 1988 et 1993? Alors, des débats sur l'histoire le code de la famille? Oui, alors, il y en a énormément en fait dans les documents qu'on a récoltés, qu'on a découverts. Il y a énormément de réflexions, de documents critiques sur le code de la famille, de débats entre femmes et même publics, de pétitions contre le code. L'une des premières tentatives de... Ça, il faut lire le travail de Faria Lalami là-dessus, qui est politologue, qui a écrit Les Algériennes contre le code de la famille. Donc c'est l'une des premières et seules recherches, je crois, académiques sur ces questions-là. C'est un doctorat? Oui, c'est un doctorat, c'est une thèse. Elle a publié sa thèse. Et donc il y a eu première révolte et soulèvement des femmes contre le code de la famille, c'était en 81, et c'était les Moudjahidettes qui s'étaient soulevées, puisqu'il y avait l'avant-projet du code de la famille en 81, elles ont eu vent de ce code, elles ont eu une copie en sous-main de ce code, et elles ont tout de suite écrit, fait une pétition, donc elles sont allées distribuer et toquer à la porte des femmes, des gens, pour aller faire signer cette pétition contre le code de la famille. Elles ont fait tout un texte contre ce code pour le décortiquer et montrer à quel point il était aberrant. Et elles ont écrit une lettre au président de l'époque, et Chadli, contre le projet de loi du code de la famille, qui a été gelé après ça, et ensuite promulgué en 84, quand même. Et les Moudjahidettes ont écrit un texte magnifique, incroyable, qui est là, qui s'appelle Halte à la ségrégation et Halte à la trahison, à la ségrégation, qui date du 1er novembre 89, et justement qui parle des Moudjahidettes qui ont été trahis après l'indépendance, et on considère qu'elles n'ont pas eu leur part et qu'elles n'ont pas eu leurs droits, et que le code de la famille est une trahison à leur combat. Et c'est vraiment un texte puissant et assez incroyable. Mais, et toi, alors, est-ce que tu peux nous dire un peu sur ton travail de rapport et d'enquête, parce qu'on n'a pas de projet de numérisation nous, en Tunisie.
Mais toi, peut-être que tu pourrais aussi nous parler un peu de tout ce travail, d'un autre type de documentation, un autre type d'archives qui est fait et auquel tu as participé. D'accord. Merci. Alors, moi, j'ai eu accès à l'archive de l'association tunisienne des femmes démocrates en 2016, suite à des chercheuses et des militantes m'ont sollicité pour travailler sur les archives des centres d'écoute. Et ce qui a fait, et ça c'est le produit de tout un travail de plus d'une année, retour sur l'histoire pour un avenir sans violence à l'encontre des femmes. Alors, cette expérience, elle était un peu particulière et on a fait appel, on m'a sollicité parce que j'ai travaillé déjà sur un autre rapport sur les violences faites aux femmes, avec une équipe de chercheurs et un statisticien. J'ai travaillé avec... c'était la première enquête nationale sur les violences faites aux femmes dans l'espace public. J'ai travaillé avec Slim Pranel qui est psychologue et Mariam Salemi qui est socio-anthropologue et un statisticien qui a fait un peu le codage des questionnaires. Alors il s'agissait d'une enquête quantitative et qualitative à l'échelle nationale. C'était très important, une première enquête dirigée par le CREDIF, qui est le Centre de recherche, de documentation, d'information et de recherche, d'information, je ne sais pas quoi d'autre, j'ai oublié. Mais c'est le CREDIF qui a été créé en 1991 ça a été créé dans la promotion de Ben Ali, entre autres, pour cette image un peu glorieuse du statut brillant et de la femme tunisienne, on va dire, et c'était toujours de la femme. Il y avait de l'argent pour ça, c'était un peu pour un peu adoucir d'autres choses. Et alors, j'ai travaillé sur les archives, j'ai eu accès au dossier des femmes de la commission des luttes contre les violences faites aux femmes. J'ai eu des réunions avec les militantes, sociologues, anthropologues, psychologues, juristes surtout, etc. Et puis j'ai assisté à des réunions qui étaient un peu une forme de restitution de la mémoire collective des féministes, d'une part, et d'autre part, j'étais aussi confrontée à une deuxième catégorie de féministes qui représentaient les écoutantes. Bien sûr, il y avait des militantes universitaires qui étaient sur le terrain, donc quelque sorte, telles que Monia Benjmia par exemple, qui faisaient de l'écoute, mais qui étaient un peu dans la théorisation du mouvement, de la lutte mais les écoutantes produisaient de l'archive, elles remplissaient des... Elles produisaient les écoutantes, c'est elles qui accueillent les femmes victimes de violences, et elles remplissaient des fiches. Et puis, il y avait en premier lieu, l'accès était en premier lieu pour la statisticienne, pour traduire un peu les histoires de ces femmes, ce qui a été produit sur les fiches en statistiques, en nombres, en chiffres et en pourcentage, en quelque sorte. Et puis on a pu retrouver un peu la suite après avec des entretiens et des focus group et par les écoutantes et avec les écoutantes et avec les femmes victimes de violences. Bon, ce n'était pas du tout à l'époque une tâche facile.
franchement, ce n'était pas une phase dans la vie qui était facile parce que j'étais confrontée sans être aussi préparée à travailler avec des victimes de violences qui ont vécu des drames dans leur vie et aussi à l'écoute des écoutants qui étaient d'une part qui exprimaient leur manière de combat, leur combat et leur savoir-faire aussi, et qui étaient en contact direct avec ces femmes. Et pour parler un peu plus des archives aussi, le rapport il reprend, il est divisé en 3 chapitres, on va dire, une partie sur la dimension sociale et sociologique de centre d'écoute, une dimension psychologique et une dimension juridique, puisque surtout la TFD, elle accompagnait les femmes, elle avait leur propre protocole de l'écoute solidaire, de l'accompagnement psychologique, de l'accompagnement juridique, etc., des victimes de violences et aussi des campagnes de sensibilisation. Alors, j'étais un peu dedans dans les archives de cette association qui m'a beaucoup apporté au niveau de la dynamique des féministes et de différentes générations, peut-être au moins de 2 générations, par rapport à cette question-là. Pourquoi tu dis que tu as trouvé les traces de 2 générations? Je veux dire, il y avait des personnes, c'est-à-dire il y avait des auteurs différents, représentant des auteurs de documents appartenant aux 2 générations. Oui, c'était à la TFD à l'époque, c'était plutôt 2 générations. Il y a la génération des fondatrices de la TFD, parce que c'est avant la TFD, c'était Club Dar al-Hadith. Et la création de la TFD coïncide avec ce que tu viens de dire. C'était en 87, 89 plutôt. Oui, des parallélismes entre les 2. Et en plus, il y avait la coalition ou le collectif maghrébin. Il y avait des Algériennes, des Marocaines et des Tunisiennes qui ont travaillé aussi sur les codes de famille ou le code du statut personnel ou le statut juridique des femmes, etc. Et il fallait aussi sélectionner un peu pour restituer toute cette histoire, parce qu'il s'agit de 25 ans d'archives, dans 4000 dossiers du centre d'écoute. Et bon, ce n'était pas tous valables pour l'exploitation sociologique ou même statistique, mais il y avait aussi le débat autour du savoir-faire de cette militante, comment on fait, comment on va dire, on change un peu la méthode de travail systématique et une réflexion aussi sur leur propre savoir-faire, leur engagement, la division des tâches, etc. Et puis pour préparer les actions. D'ailleurs, je me rappelle que à la suite, ou même avant, c'est l'apparition de ce rapport, il y avait une coalition d'associations, d'une 50aine d'associations autour de la loi cadre des violences contre les violences faites aux femmes. Et le noyau, on va dire, central, ou le noyau dur, c'était la TFD et l'AFTUR, où on trouve vraiment des féministes inscrites ou actives dans ces 2 associations. Quoi dire encore par rapport à ce rapport et ces archives? Alors, c'était une restitution un peu de l'histoire de leur propre, une réflexion assez importante, mais qui ne va pas de soi sur le savoir-faire, sur la réflexion, sur leur manière de faire, etc. Et en même temps,
C'était un rapport qui est, on va dire, rédigé ou élaboré par plusieurs expertes, on va dire, sociologues, psychologues, statisticiennes, etc. Et franchement, en regardant un peu les tableaux préparés par la statisticienne, qui s'appelle, j'ai oublié de dire les noms. Alors, la statisticienne, c'était Zainab Saïden, la juriste qui est avocate féministe, qui accompagnait elle-même les victimes de violences dans les tribunaux en Tunisie et ailleurs, et elle accompagnait aussi les femmes pour leur expliquer leurs droits, comment elles peuvent faire, etc. Elle s'appelle, je vais trouver le nom quand même. Alors, tu as Nejet Yacoubi, qui est l'avocate, Halima Jbini, qui est plutôt écoutante et militante féministe, parmi les fondatrices de la TFD, ou parmi les premières femmes qui a adhéré à cette association, Lim Rachel, qui est psychiatre, et moi-même, voilà. Et dans ce rapport, on découvre un peu la réalité sociale souterraine, peut-être, qui ne se voit pas, qui n'est pas visible, et qui, un peu, ça a été une manière de déconstruire de l'intérieur le système patriarcal, si on peut dire ça, dans le sens, les profils des auteurs de violence, les victimes de violence qui font appel ou qui s'adressent à la TFD pour leurs accompagner, etc. Et aussi, c'était, le niveau intellectuel, le niveau d'instruction, c'était une très grande illusion dans le sens où ceux qui ont un niveau universitaire, par exemple, les auteurs de violence, ils avaient plus un niveau universitaire élevé. Et aussi, j'ai appris que les femmes instruites, elles ont plus du mal à exprimer leur violence, à exprimer leur... il y a une norme, il y a le statut social qui handicape dans un sens le fait de porter plainte, etc. Et il y a aussi de l'autre côté un savoir-faire de militante, comment elles s'adressent aux femmes, comment elles les accompagnent, comment elles libèrent dans un sens leurs paroles, comment elles essayent de les accompagner dans le sens qu'elles pas les materner, mais elle essaye aussi de trouver des petites solutions, et même hors du cadre associatif. Oui, c'est une recherche-action. Et c'est une recherche-action, oui, tout à fait. Et elle-même, comment elle fait ces histoires de femmes, elle les a affectées et transformées, en quelque sorte. Et ce qui a abouti aussi à ce dialogue plus tard avec d'autres associations et des coalitions, etc. Voilà, je pense que j'ai dit un peu... Bon, le centre d'écoute, il a été créé en 1993. Et après la Révolution, il y avait... la TFD a pu installer d'autres centres sur le territoire, dans les régions, à Bizerte, à Sfax, au Kérouan, à Sousse, etc. Et voilà, et bien sûr, il y avait d'autres associations et d'autres féministes de terrain, on va dire, qui ont vu le jour après la Révolution. Et
Et aussi d'autres archives. On peut parler d'autres archives, peut-être. Après 2011, tout à fait. Bien sûr. Je m'arrête. Oui, merci beaucoup, parce que je pense que vous donnez des éléments à la fois de chronologie qui permettent de comprendre la spécificité de chaque contexte, mais en même temps, on voit beaucoup de parallèles, et on le sait aussi que les militantes aussi s'accompagnent, se renseignent, sont en rapport entre elles. Je trouve qu'une histoire un peu de comparer les deux, et, en tout cas, elle commence à poindre, il y a des possibilités de le faire. Peut-être qu'on peut envisager dorénavant aussi des recherches un peu plus croisées avec ces travaux que vous nous présentez, qui sont effectivement prometteurs de nouvelles directions de recherche. Peut-être après le côté archive, avant de donner la parole à la salle, l'une et l'autre, vous allez peut-être un peu nous parler des choses plus visibles que les archives, les revues par exemple. Voilà, moi je te laisse présenter cette nouvelle revue, parce qu'effectivement nous avons besoin d'archives, mais nous avons aussi besoin d'articles, de valorisation un peu de tout ce travail, et peut-être aussi d'une façon de lire le passé, de lire voilà, les travaux, etc. C'est un peu ce que fait ce premier numéro, qui est très beau. Exactement. C'est des archives très actuelles en fait, qui sont pas du tout, seulement qui parlent pas seulement d'un passé, mais qui sont extrêmement présentes et dans le présent, ancrées dans le présent. Et oui, et alors la revue, non, ce que je voulais dire, c'est que dans les archives, on a retrouvé des liens avec les associations tunisiennes. Il y avait une rencontre en 89, je ne sais plus c'est quel mois, de 3 jours à Tunis, entre associations de femmes solidaires du Maghreb. Et donc il y a un document là-dessus qui parle de cette rencontre-là, entre la Tunisie et le Maroc. Le collectif. Et c'était une coalition, c'était quelque chose, c'était comme 3 jours de conférences en fait, et de rencontres, d'échanges entre les associations. D'où les points de convergence, tout ça. Et vous avez trouvé des archives de cette rencontre? Oui. Ouais, c'est ça, c'est intéressant. Je fais un petit clin d'œil à Leïla. Voilà. Et on vous les envoie avec plaisir. Il n'y a pas beaucoup, mais il y a une trace de cette rencontre en tout cas. Et j'imagine qu'il doit y avoir d'autres archives peut-être dans cette association. Oui, sûrement. Oui, on pourrait chercher aussi. Et ce que je veux dire aussi, c'est que ces documents-là, en fait, ils ont leur place nulle part. C'est pour ça qu'on ne les retrouve pas. Il n'y a pas de centre d'archives, comme par exemple ailleurs dans le monde. À Cassel, on a rencontré une association, un centre d'archives qui est soutenu étatiquement et qui récolte ces documents, ces déclarations, ces appels, ces documents internes de fonctionnement des associations et qui les archive eux-mêmes. Donc il y a un centre d'archives pour ça. En Algérie, en Tunisie je ne sais pas, mais en Algérie on n'a pas ce genre de centre. Et les centres d'archives qui existent, bon, sont des états tellement déplorables que les femmes ne déposent pas leur carton là-bas pour que les archives soient traitées. Et puis l'archive est tellement politique qu'il y a vraiment une puissance politique forte et elles sont extrêmement manipulables. Et en fonction des régimes, elles peuvent aussi être rendues inaccessibles. On le voit bien avec les archives de la guerre d'Algérie en France, qui sont totalement toujours sensibles et inaccessibles. Et donc il y a aussi cette crainte en fait, des femmes d'aller déposer leurs archives dans des centres étatiques, de peur qu'ils soient oubliés dans des cartons. Et puis de peur aussi qu'ils soient détruits ou rendus inaccessibles pour celles et ceux qui veulent aller faire des recherches. Donc voilà, d'où l'importance d'avoir vraiment une relation de confiance avec ces femmes et qu'elles adhèrent réellement vraiment à ce travail. Et puis de la numérisation aussi. D'où la numérisation, c'est une façon un peu de garantir contre la disparition. Contre la disparition et un accès beaucoup plus large aussi, et qui ne va pas être contrôlé. On va s'assurer de ça. On va s'assurer de ça. C'est une forme de lutte aussi. Exactement. Oui, pour nous, en tout cas, c'est important. Et les archives ont permis la création de cette revue, en fait. Avec Maya Wabadi, qui est éditrice, donc directrice des éditions Motifs, où cette revue La Place a été fondée, a été éditée.
c'est en fait, c'est Maya, c'est l'idée de Maya, lorsque on a commencé à publier quelques archives sur la page Facebook. Ah, il y a un joli cahier. Hein. Oui, il y a un joli cahier des archives. Il y a quelques documents qui ont été reproduits. Et en fait, quand elle a vu les revues produites par ces associations, par ces collectifs de femmes pendant les années 80, elle s'est rendue compte de... c'est pas grave, il tombera pas plus là. Et elle s'est rendue compte en fait qu'aujourd'hui, il n'y avait plus. Alors, il y a toujours des militantes, il y a toujours des luttes, il y a toujours des productions intellectuelles et artistiques. Ouais, et artistiques des femmes et des militantes, mais il n'y a plus de revues qui relatent et qui donnent place à ces productions, en fait, qu'elles soient intellectuelles, artistiques. Est-ce qu'il y a eu des revues féministes en Algérie? Mais justement, c'est ça, c'est qu'avec la collecte des archives, on a découvert des revues, qu'il y avait des revues. Il y a une revue Présence de femmes, il y a une revue Jazeera. Il y a d'autres revues, il y a le journal Nissa, qui est un journal qui a été fondé par Salima Rzali, militante féministe et journaliste, et femme politique. Dans le monde, il y a une reproduction de l'image ici. Et voilà, et donc c'est un journal féministe, c'est un hebdomadaire. De quand Alors, il a été fondé en 1991. Et nous, on a retrouvé des numéros qui vont de début 91 à fin 91, sur une année, pas l'année complète, mais on a quelques numéros de cette année-là. Et par exemple, il y a ce fascicule qui s'appelle Moi toute femme et qui parle de la sexualité, de la contraception, du préservatif, et qui a été publié en 93, en plein guerre civile algérienne. Donc c'est en découvrant en fait toutes ces revues, toutes ces productions de femmes, d'archives, que Maya a eu l'idée de fonder une revue féministe. Elle s'est dit mais pourquoi elle le fait et puis nous on ne le fait plus. Les femmes créent toujours, et écrivent toujours, militent toujours, il n'y a plus d'espace où elles peuvent parler de ça et être publiées et être visibles. Et la base vraiment de ce projet de la place, c'était donner place, donner l'espace aux productions de femmes, à l'idée, à la pensée, qu'elles soient féministes ou pas, qu'importe, on ne sait pas. Mais la revue est féministe parce qu'elle veut, parce qu'elle prône l'égalité et parce qu'elle prône aussi la visibilisation des productions et de la pensée des femmes. Donc dans la revue, le premier, alors ça c'est le numéro 0, sorti en mars, le 8 mars 2022, à Alger. C'est une revue totalement algérienne, imprimée à Alger aussi. Et il y a différentes rubriques. Et on a travaillé qu'avec des femmes. Pareil, c'était aussi vraiment pour donner voix, donner possibilité et donner place aux femmes de travailler, de produire et d'être payées pour ça. Parce qu'on fait souvent appel aux femmes pour écrire, pour corriger, pour relire, pour faire des photos, mais gratuitement. Tiens, si tu peux m'aider, que ce soit l'AMI, un collectif, un centre de recherche, une association ou le Petit Ami qui veut postuler pour un appel à projet et qui demande à sa copine d'écrire, de l'aider à écrire un projet, et puis au final, quand il a l'argent, il ne la paye pas. Donc voilà, c'est un peu avec tout ça, parce qu'on est aussi nous confrontés à ça, on s'est dit mais mince, on va travailler avec des femmes, il y a des femmes autour de nous qui travaillent et qui font de la production intellectuelle et qui souvent soit pas payées parce qu'on estime que les femmes peuvent travailler gratuitement en fait, qu'elles n'ont pas besoin d'argent dans la vie. Et puis on s'est dit voilà, on travaille avec des femmes et puis on va les rémunérer. Donc cette revue a été financée, soutenue par la fondation Friedrich Ebert à Alger, en Algérie. Et donc on tenait à ce que les femmes soient correctement rémunérées pour ce travail. Qui est le numéro 1, il est pour quand? Il est pour l'année prochaine, alors c'est une revue annuelle. Et donc il est pour 2023, mars 2023. Et dans cette revue, on a voulu, comme pour les revues des années 80, traverser
toutes les sphères dans lesquelles les femmes produisent, donc littérature. Il y aura dans chaque numéro une rubrique qui s'appelle Fragments de rêve. Donc c'est une rubrique création, une rubrique création, pardon. Donc il y aura des œuvres plastiques d'une artiste algérienne, une présentation, et puis une nouvelle ou un texte poème ou un slam ou un texte de création inédit d'une femme. Là c'est une nouvelle de Suhaed Labiz, et ça c'est le travail espace visage urbain de Rima Lezaïdia, donc une artiste algérienne. Et chaque nom de rubrique emprunte un titre, soit d'une chanson, soit d'un livre, soit d'un documentaire, d'un film, d'une femme qui nous a inspirés, d'une femme dont on a envie de parler du travail, et puis pour donner encore plus de références féminines. Parce que moi-même, féministe, je me suis rendu compte que j'avais pas beaucoup de références de femmes en fait. Que je lisais énormément de romans d'hommes, de recherches faites par des hommes, et que j'avais pas beaucoup de références de femmes. Et ben là, on s'est obligé à aller vers elles et à donner des références de femmes. Donc à chaque numéro, il y aura des nouveaux titres de rubriques qui vont donner envie aux lecteurs d'aller voir ces femmes-là, ce qu'elles ont produit, et donner encore plus de références féminines. Voilà, je sais pas. Et puis il y a un texte sur l'histoire du mouvement des femmes. Là, c'est sur la période 89-91, et c'est Feria Lalani, la politologue, qui l'a écrit. Il y a un petit livret des archives pour accompagner ce texte. Il y a un texte d'une médecin sur le cancer du col de l'utérus, et à chaque fois on va explorer le corps des femmes, que ce soit de la sexualité ou de la santé. Il y a une chronique judiciaire que je tiens moi-même, et à chaque fois il y aura une histoire, une chronique. Il y a une chronique de Salah Haïdar, qui est une écrivaine et journaliste, parce qu'on s'est rendu compte que les hommes, les journalistes, écrivains en Algérie, ils avaient tous leurs chroniques dans des journaux quotidiens ou hebdomadaires, et que Salah n'en avait pas. Et voilà. Donc on a décidé de donner place et un espace pour sa chronique. Voilà, il y a un texte sur le projet des féminicides. Il y a des entretiens, un entretien avec Fadila Boumodjel Chatoul, qui est militante des droits humains et présidente de l'association Réseau Wassila. Et à chaque fois, il y aura un entretien avec une féministe et une artiste ou une créatrice ou une entrepreneuse, qu'importe, mais avec une femme dans un autre domaine. Et là, c'est Mariam Bechran, qui est actrice et psychologue à Oran. Je vais arrêter là. Bah, c'est bien, parce que ça donne envie à la fois de la lire et puis que ça continue, parce qu'effectivement, il y a de la place. Voilà. Alors, et le titre, alors, la place? Alors, la place, c'est d'abord une passion littéraire qu'on partage, Maya et moi, de Annie Ernaux. Et c'est un livre qui nous a marqué toutes les deux à la même période de notre vie, mais à différentes, parce que Maya est plus jeune, je suis un peu plus âgée. Mais c'est un livre que j'ai lu au lycée qui m'a vraiment marqué. Jusqu'à aujourd'hui, je me souviens de sa lecture et des lectures, de toutes les lectures d'Annie Ernaux, parce que, alors, c'est une femme de notre période de la vie. C'est une femme qui parle de la campagne française des années 50, mais ça me parle en fait, je ne sais pas pourquoi, ça me parle parce que c'est une écriture sensible, c'est une écriture qui est personnelle, qui parle d'elle, mais qui se rend complètement universelle et qui touche des femmes de toute génération et je me suis rendu compte qu'elle était beaucoup lue et traduite en arabe et en Algérie. Elle est assez connue, en tout cas par des lectrices qui la lisent en arabe. Et donc c'était ça, la passion de littérature. Et puis aussi toutes ces injonctions à la place de la femme, là où elle doit être, là où elle ne peut pas être. Et puis Blas Cousina, il y avait aussi toute une polémique en Algérie. Une femme, une jeune coureuse qui a été agressée par un groupe d'hommes et qui lui ont dit Blas Cousina, elle n'est pas dehors à faire du jogging. Donc il y a eu toute une action des femmes, pas seulement des féministes, mais des femmes et des associations, et des collectifs et des individualités.
qui sont sortis et qui ont fait un jogging, une course collective en soutien à cette jeune fille. Donc c'était un pied de nez à tout ça, à toutes les places qu'on assigne aux femmes et qu'on interdit aux femmes aussi. Merci beaucoup. Et toi, qu'est-ce que tu peux nous dire sur les revues? Alors, sur les revues en Tunisie, il y a la revue Layla, j'invite les gens. C'est déjà une revue historique, ça, c'est pas une revue du temps présent. Oui. Voilà. Dans des croisées dans les archives. Il y avait la revue Layla, la revue Faiza et... La revue Layla, c'est les années 30, la revue Faiza, c'est les années 60. Et puis, il y avait Femmes et Réalité. Oui, c'est un peu plus magazine, ça. Oui, c'est un peu plus magazine, mais ça reprend au moins les premiers numéros. Voilà, on a fait un petit travail de documentation pour tenir le coup en face des Algériennes. Pour dire, nous aussi, on a la promotion. Voilà, mais c'est bien aussi, ça nous a permis aussi de voir, voilà, il y avait de la place pour une revue féministe aujourd'hui, qu'on n'a pas. C'est vrai que nous aussi, on pourrait en Tunisie en créer une, parce que vraiment les soucis sont les mêmes. Oui, en fait, il y a la revue du CREDIF, qui est le Centre de recherche, d'études, de documentation et d'information sur la femme. C'est une institution qui est sous la tutelle du ministère de la Femme. Il y a aussi Kafaliet, qui est la revue de... c'est plus une magazine, un magazine, on va dire, du centre Kautar, qui publie un peu, à part les rapports. Qui est plus sur le monde arabe aussi. Qui est focalisé plus sur le monde arabe, Maghreb et Moyen-Orient, bien sûr, et qui reprend un peu l'actualité, soit des rapports, des résumés de rapports, soit les dernières activités du centre et en dehors du centre. Et puis, tout ce qui est actualité à la femme, le dernier numéro est paru en 2021, il portait sur le Covid en particulier, et la situation des femmes en période de Covid, avec des mini-recherches sur cette question. Il est sur le site, il y a un accès gratuit, et la revue est téléchargeable. Au mois du numéro 16, en 2004, publié en 2004, décembre 2004, jusqu'à le numéro 81 qui est publié en juin 2021. Et sinon, il y a une nouvelle revue qui s'appelle Adasset Jandaria, qui vient de paraître. Le premier numéro... Adasset Jandaria. C'est des numériques aussi. Non, c'est pas une revue papier. C'est une revue papier qui est dirigée par une universitaire et islamologue, Emel Gram, et où il y a des jeunes chercheurs qui ont publié, qui ont rédigé des articles autour de la question de genre et de la vieillesse. Et qui lance le deuxième numéro, je pense, qui portera sur les violences, si ma mémoire est bonne. Voilà. On a oublié la revue Lycée aussi. Oui, bien. Qui s'appelle Lycée, qui a aussi une courte vie, je crois, 8 ou 9 numéros, c'est ça, hein? Oui, voilà. Mais là aussi, c'est une matière à l'histoire. Mais oui. Faire l'histoire des revues, c'est très important parce que ça marque des périodes, des préoccupations qui sont très datées, et ça peut être intéressant aussi d'étudier tous ces corpus parce qu'ils sont quand même témoins de leurs époques. Bon, j'aimerais bien terminer avec le premier travail académique de Elhem Marzouki, le diplôme de la recherche approfondie en sociologie. C'était publié en 1986, son premier travail,
qui portait sur le féminisme politique, qui est là, et intitulé Féminisme et politique, le mouvement des femmes en Tunisie, du début du XVIe siècle à nos jours. Et elle a publié après un ouvrage, je pense que c'est sa thèse. Elle fait l'inventaire. Elle a fait un inventaire sur les revues des féminines à l'époque, pas féministes vraiment, mais c'était féminine. Elle était dans la critique aussi du féminisme de l'État, du féminisme institutionnel, etc. Et le bouquin d'Hélène Mazur a été traduit en arabe, donc il existe en arabe et en français aussi. Il a été traduit par Amel Grami, exactement, islamologue et féministe islamologue, qui enseigne, qui est la directrice, la coordinatrice du master genre à la Menouba. Bon, voilà ce diptyque algéro-tunisien. Voilà, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites, prolongées et tout, et puis c'est des beaux projets quand même qui commencent. Est-ce que vous avez des questions à poser? Est-ce que... Oui, allez-y. Hop. Merci beaucoup pour les présentations, c'est vraiment magnifique. Ah, c'était toi? Après, tu veux parler? Oui, c'est pas grave. Oh non, mais je vous en prie, allez-y, c'est juste. En fait, j'ai trois questions. Est-ce que les dames que vous avez abordées en fait, dans votre archive et aussi votre travail, est-ce que c'est des dames qui se définissent étant que féministes et quels sont des mots qu'elles utilisent pour se définir étant que féministes et des fois, on construit le féminisme dans la région du monde arabe comme un truc très homogène. Donc, est-ce qu'il y avait une sorte de conversation, un peu de contestation à l'époque de qu'est-ce que ça veut dire être féministe? Et l'autre question, c'est pour le Saadia, c'est quand vous êtes en train de construire un archive, est-ce que vous faites un tri et comment ça marche dans votre tête le tri? Qu'est-ce qui devient archive et qu'est-ce qui ne devient pas archive en fait? Parce que moi, quand j'essaie de penser à ça, j'ai toujours peur que genre, comment est-ce qu'on construit? Comment est-ce qu'on nomme quelque chose comme archive et quelque chose pas comme archive? Merci. Merci beaucoup. Arabia et puis Leïla. J'essaie de prendre toutes les questions pour que Saadi et Khaoula répondent après. Oui, Arabia. D'abord, je vous remercie, Sadia, pour votre présentation. Et aussi, je remercie Khaoula de faire le retour aussi sur la Tunisie. J'ai deux petites questions. En fait, Sadia, dans votre travail, est-ce qu'il y a des archives personnelles des femmes que vous avez publiées? Et aussi, par rapport au Code de la famille, vous avez dit que vous avez travaillé sur la pratique juridique du Code de la famille en Algérie dans votre thèse. Est-ce qu'il y a ce débat aujourd'hui par rapport à ça, comme l'Égypte, par exemple, qui se sont en train de mobiliser, il y a les féministes qui se mobilisent pour la ratification du Code de la famille? Est-ce que cela est le cas aussi en Algérie? Et je pose la question aussi pour l'association qui récolte des archives à Kassel. Vous n'avez pas cité le nom, si vous pouvez nous donner le nom. Voilà. Et merci. Merci. Leïla. Oui, moi merci beaucoup pour vos présentations. Et oui, j'avais une question aussi sur comment on archive les choix qu'on fait, le tri ou pas qu'on fait, et aussi le type d'archive. Je me demandais, est-ce que vous avez rencontré là, les archives que tu évoques et que tu nous montres, c'est des archives écrites, des supports papier essentiellement. Est-ce que moi dans les enquêtes que j'ai pu faire et les rencontres que j'ai pu faire auprès de militants, il y a beaucoup d'archives aussi vidéo, des photos. Alors j'ai vu qu'il y avait des photos aussi et beaucoup d'iconographie, et aussi des archives orales, sonores. Est-ce que c'est quelque chose aussi que j'imagine vous avez croisé, et comment les valoriser, c'est un défi aussi, j'imagine. Moi, ce qui m'intéresse, et deux autres choses, l'action des usages qu'on peut en faire. Donc, c'est-à-dire une fois que les archives sont
rendu public en fait. Est-ce que vous avez des attentes par rapport aux usages qu'on pourra en faire et est-ce qu'il y a déjà eu des usages qui ont précédé, c'est-à-dire que dans les milieux militants ou les organisations, est-ce que ces archives, avant de devenir archives, avant comment dire, je suis un peu fatiguée, je parle un peu de manière décousue, mais avant de devenir des archives dans le cadre de ce projet, les personnes militantes et les organisations ont fait des usages aussi de ces documents. Moi, c'est des choses que j'ai pu voir et quels étaient-ils si et le dernier point, et j'arrête parce que c'était revenir à la question de la transmission, parce que du coup c'était aussi le lien, et voilà, vous avez parlé de traces dans ce projet et dans la revue en fait aussi finalement, c'est aussi une manière d'archiver en temps réel finalement. Et est-ce que au moment du miracle, vous avez pris ce soin de garder aussi les documents, puisque avec d'autres collègues et amis, on a essayé de faire ce travail d'archive en temps réel. Alors, peut-être je n'ai pas les mots adéquats, je ne suis pas historienne, mais on avait ce besoin aussi de se dire il y a une surproduction là devant nous, et en plus c'est souvent très éphémère. Et maintenant, il y a le numérique aussi qui entre en jeu, le digital. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Pas mal. Alors, s'il y a d'autres questions, après je passe la parole à... Oui, je vous en prie. Oui, en fait, moi j'avais... ma question tourne un peu autour de toutes les questions qui ont été posées, c'est-à-dire qu'il y a à la fois la question du choix de l'archive, mais moi j'aimerais la poser d'un point de vue plus personnel, parce que quelque part, je me pose toujours la question d'une militante qui, par exemple, donnerait ses archives, est-ce qu'elle est elle-même archivée quelque part? Est-ce que c'est est-ce qu'on décide que voilà, elle, c'est la génération d'avant, et puis il y a une nouvelle génération, et puis il y a cette espèce de chacun sa décennie, disons. Donc ça, c'est une question. Donc comment créer de la transmission intergénérationnelle qui ne soit pas quelque part, qui n'archive pas aussi les personnes. Et non, je crois que ouais, c'est tout. Merci beaucoup, je trouve que c'est pas mal pour vous. Oui. Allez, ça a dit... C'est ça. Voilà, C'est intéressant comment on peut archiver les personnes. Alors, comment se définissent, est-ce qu'elles se définissent féministes? Pas forcément, pas forcément à l'époque. On pensait naïvement en 2019 avoir fait la première déclaration, on assumait et revendiquait notre identité féministe algérienne. Finalement non, dans les archives on a découvert une déclaration du 8 mars 90 pardon, où l'association, l'AEF, donc Association pour l'émancipation de la femme, revendique son identité féministe. Et donc voilà, ça nous a un peu calmé. On s'est rendu compte à quel point elles étaient déjà, elles ont osé, et puis elles étaient déjà complètement dans ce mouvement-là en fait. Elles avaient déjà créé le féminisme algérien à l'époque. On ne créait pas, on était en train de peut-être le poursuivre, mais il était déjà là. Donc non, certaines se définissaient comme féministes, d'autres comme mouvement féminin. Voilà, c'est ce qu'on retrouve dans les documents des femmes. On ne fait pas de tri, c'est-à-dire qu'on ne met pas de côté certains documents. Ce qu'on fait, c'est que soit on va chez les femmes, alors la manière dont on travaille, c'est soit on va chez les femmes qui ont des documents à nous présenter, à nous montrer, à numériser, ou soit c'est elles qui nous prêtent les documents parce qu'on ne récolte pas de matériaux, de documents matériels en fait, parce qu'on n'a pas de centre pour les archiver, on n'a pas d'espace,
On n'est pas formé pour ça, ça c'est encore un autre travail. Et puis, on préfère laisser ces documents-là chez les femmes qui les ont gardés pour justement ne pas les perdre et ne pas perdre trace de ces documents-là. Donc, ce qu'on fait, c'est que ce soit chez elle ou chez moi, on trie les documents. Donc, je trie par date, ensuite dans les dates par association, ou collectif, ou groupement, parce qu'elles ont fait aussi des coalitions entre elles. Et je fais ce tri-là, et ensuite je numérise. Donc, je numérise, et dans les dossiers, dans mes dossiers, donc je trie aussi par dossier. Et tous les documents, qu'ils soient internes ou publics, là souvent ce sont des documents qui ont été publics et qui étaient publics et collectifs et qui sont devenus par la force des choses et de l'histoire des documents personnels et privés. Mais à la base, c'était des documents qui ont été distribués, parfois vendus pour financer leurs actions et financer d'autres impressions, parce qu'elles se finançaient comme ça. Mais on ne fait pas de tri, en fait, de documents. Tout est pour nous archive. Et qu'est-ce qu'on considère comme archive ou pas? Un document devient archive lorsqu'il est, en tout cas, dans notre sens, traité, c'est-à-dire trié, classé et mis à disposition. Voilà, on crée un fonds d'archives. Sinon, lorsqu'il est dans des cartons et caché, ça reste un document qui est là, mais il devient archive à explorer, à exploiter, à partager, à travailler, à analyser, lorsqu'il justement il prend cette forme-là, en fait, de tri numérique et mise à disposition. Mais non, on ne fait pas le tri. Il n'y a pas d'archives personnelles, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de lettres personnelles de femmes, il n'y a pas de photos de famille, ce sont des documents qu'elles ont partagés dans le cadre de leur activité militante, que ce soit interne, c'est-à-dire il y a des documents fondateurs, des règlements intérieurs, des choses comme ça, des chartes, qui ont fondé les associations, ça c'est ce qu'on appelle les documents internes, et il y a les documents publics qui sont les déclarations, les tracts, des autocollants, des revues qu'elles ont distribuées. Donc non, mais il n'y a pas d'archives, en tout cas, qui concernent une personne en particulier, des personnels, des lettres qu'elle aurait écrites, je ne sais pas, ou des photos de famille ou de personnels. Pour moi, c'est des archives qui concernent le mouvement. Est-ce qu'il y a des débats différents types? Alors on a différents types d'archives. Donc il y a, ce que je disais, il y a des journaux, il y a des déclarations, il y a des photos. On a un fonds photographique d'un membre de la famille de Howell. Elle ne sait pas en fait si c'est elle qui a pris les photos, mais en tout cas les clichés sont chez elle. Par exemple, celle-ci c'est une photo dont on ne sait pas qui est l'auteur en fait, mais c'est un cliché qui est chez un membre de la famille d'Howell. Ces photos-là, ce sont des photos d'un journaliste, photographe algérien qui s'appelle Rafik Zaidi et qui a été un grand témoin de cette période de l'histoire de l'Algérie, années 80-90, et qui a tout photographié. Pas seulement du mouvement des femmes, mais de tout. Qu'est-ce qu'il a fait de son fond? Alors, pas grand-chose pour le moment. Il est chez lui, et c'est la première fois en fait qu'il nous ouvre ces boîtes de pellicules et qui les numérise en fait. Donc ça a été un travail, pareil, ça a été un travail vraiment de relation de confiance avec lui, parce que beaucoup ont tenté d'entrer dans ses archives. Mais voilà, Rafik, c'est quelqu'un que je connais maintenant depuis quelques années, qui est un ami, et il a vraiment compris notre démarche, qui était vraiment une démarche de partage et d'enrichissement en fait, de complexification de l'histoire de l'Algérie, et surtout de cette période-là qui est complètement
méconnu, même si on en parle beaucoup, mais on ne sait pas grand-chose en fait, et on n'a pas de visible quoi, de cette période-là. Et donc il a numérisé pour nous pratiquement toutes les photos qu'il a faites des mouvements des femmes, des manifestations, des réunions et des sittings de 89 à 92. Il y a un guide juridique, guide de loi à l'usage des femmes, qui a été... Alors voilà, l'usage qu'on peut en faire aujourd'hui, ta question Leïla c'était... Et en fait, il y a une juriste qui est membre du réseau Wassila, avec qui on a fait le travail d'actualiser ce guide juridique en fait. Et donc il va être publié dans pas longtemps. Voilà, l'usage qu'on en fait des archives qui sont au présent. Il y a aussi par exemple la plateforme, il y a une plateforme qu'on a découverte en 2019 pendant le mouvement, et pendant que nous aussi on commençait à se recréer en mouvement national, une plateforme qui date de 89 et qui relatait la première rencontre nationale des associations de femmes à Alger, et donc qui regroupait, je sais pas, plus de 300 femmes de l'époque. Elles ont écrit suite à cette rencontre une plateforme de revendication sur laquelle elles se sont fondées, et elles ont continué à travailler et à militer ensemble. Et c'est une plateforme qui nous a beaucoup inspiré pour organiser la première rencontre des femmes en juin 2019 par exemple. Ça c'est un usage très actuel et par les militantes. Est-ce qu'il y a des débats sur le code de la famille? Entre nous, oui, dans les associations. Débat public, non. Pas vraiment de débat public sur le code de la famille depuis quelques années. Il y a de temps en temps, les associations de femmes, elles font ce travail-là de toujours demander son abrogation ou même sa réforme, mais les débats publics sur le code de la famille, non, la cache. Ah oui, et pour continuer sur les types d'archives, on a découvert aussi avec le travail qu'on a fait pour la Documenta, une vidéo de la marche de 90. Alors c'est les rushs en fait, ce qui est absolument génial, c'est qu'on a une des militantes de ces années-là a redécouvert chez elle, dans ses archives, une cassette VHS des rushs de toute la journée du 8 mars 90. Donc elle avait organisé un gala avec des concerts, des prises de parole, des déclarations de poèmes dans un cinéma qui s'appelle l'Afrique à Alger Centre. Et ensuite, à partir de ce cinéma, elles sont parties marcher jusqu'à l'APN, donc l'Assemblée nationale populaire. Et toute cette journée a été filmée par une cinéaste française qui était amie de l'une des féministes, qui est venue avec son matériel et qui a filmé toute cette journée et qui lui a donné les rushs. Et depuis, elle était dans une cassette chez elle, enterrée. Donc on a découvert cette cassette qui est absolument magnifique, et on en a fait un montage pour le montrer à la Documenta et qu'on va montrer aussi à Alger. Et dans le livre, on a mis un petit séquencier de ces images-là. Il y a aussi une cassette audio de la rencontre de 89 qu'on a découvert chez l'une des parentes de Awel, et les photos. Et ce qu'on fait aussi, c'est que lorsqu'on numérise les archives chez une militante, on fait aussi des entretiens avec elle. Donc voilà, sur le contexte des archives, sur son parcours personnel aussi, sur le parcours de l'association à laquelle elle était, le groupe dans lequel elle militait, et puis sur le contexte des documents qu'elle a en sa possession. Alors, les femmes chez qui il y a ces archives ne sont elles-mêmes pas archivées, parce qu'elles sont toujours militantes, elles sont toujours très actives, et elles sont toujours dans la transmission. Et ce qui s'est passé en 2019, c'est que vraiment, très en direct et très dans le présent, elles nous ont transmis de manière assez rapide et dans l'action comment elles ont vécu aussi les mouvements. Les difficultés qu'elles ont rencontrées et ce sur quoi on doit être extrêmement vigilante.
Par exemple, sur le fait qu'on leur a toujours dit c'était pas le moment. Et on nous disait déjà à ce moment-là, c'est pas le moment à Hirak de parler pour les femmes, de revendiquer l'égalité. Revendiquons la démocratie et adviendra par miracle le droit des femmes et l'égalité évidemment et l'abrogation de toutes les misères des femmes. Donc non, on a lutté contre ça et elles ont été là justement pour nous dire que ça a toujours été ça et qu'il fallait qu'on maintienne cette revendication-là et qu'il fallait l'inscrire tout de suite pour ne pas être complètement squeezé et ne pas être noyé dans la masse Nos attentes, on n'a pas vraiment d'attente en fait de l'usage de ces documents. Nous, notre objectif, c'est de les visibiliser et donner accès et est-ce qu'elles soient mobilisées dans tous les domaines en fait. Vraiment, on n'a pas vraiment d'attente à ce moment-là. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu. Merci. Je ne sais pas si j'ai répondu. Qu'est-ce que tu allais dire? Alors, il y avait une seule question en commun qui est tout comment est-ce que ces femmes se définissent en tant que féministes ou pas? Oui, pour les membres de l'association, pour toutes les adhérentes de la PFD et leur entourage, elles se définissent en tant que féministes, mais féministes autonomes ou indépendantes. Parce qu'on parle de deux types de féminisme. Le féminisme institutionnel, c'est de l'État, et ce terme il est cher à Sophie Bessis, je pense. Et il y a des féministes comme alors ce n'est Blanchot et les autres, tous les membres de la PFD se définissent comme des féministes autonomes. Après, ce qui est intéressant, je pense, que le féminisme, je reprends un peu le rapport entre action féminine et action féministe. Je pense que le féminisme, en tant que concept et en tant que terme, il est récent dans les sciences sociales et dans le débat même public. Et du coup, si on parle de l'histoire des femmes, on parle de l'histoire de l'action féminine aussi, des conditions. Il y avait beaucoup de militantes, mais elles ne se disent pas qu'elles sont militantes, elles ne se définissent pas en tant que militantes ou en tant que féministes, même si elles défendaient les droits des femmes, même si elles contestaient contre les conditions défavorables et les inégalités, etc. Et ça depuis la période coloniale. Et c'est la raison pour laquelle. Et puis il y a des femmes, quand on a parlé, je pense, en 2 jours, sur les féminismes pluriels et intergénérationnels et contextualisés, etc. Voilà. Mais les membres de la PFD et d'autres, elles se définissent en tant que féministes autonomes. Elles ne vont pas se confondre avec le féminisme ou l'image de l'État, ou voilà, le prototype de l'État, de la femme tunisienne émancipée, etc. Voilà, je termine comme ça. Merci. Par cette essentialisation, en fait, de l'image de la femme, de la tunisienne. En fait, c'est une autre histoire, c'est aussi l'histoire du féminisme masculin, depuis Nabil Bief, Faalbi, Tahar Haded, Boudiba, etc. C'est l'histoire du féminisme tunisien. Il a été pensé par les hommes, quand les hommes étaient les seuls à penser, à écrire et à publier. Et quand les féministes tunisiennes sont arrivées sur la place, elles sont arrivées d'ailleurs par la gauche. C'est une excroissance de la gauche et une sorte de constat que même la gauche ne faisait pas de place aux femmes. Et c'est pas, voilà, et ça, l'histoire du féminisme tunisien le dit bien. C'est pour ça que c'est en 88-89 parce qu'il y avait des mouvements sociaux très forts, politiques en Algérie. Et en Tunisie, on avait l'arrivée de Ben Ali, mais quand même cette prise de conscience à l'intérieur du féminisme tunisien que
des hommes, ça, même de gauche, n'était pas féministe. Voilà, c'était un constat et c'est de ça qu'est partie cette auto-définition d'un nouveau féminisme. Et c'est pour l'instant sur l'Algérie aussi, justement, ce qu'elles nous ont transmis les féministes des années 80, 70, 80, 90, c'est que voilà, elles ont dû se battre aussi, parce qu'elles aussi venaient de partis, enfin de mouvements de gauche, de partis politiques de gauche, et elles n'avaient pas non plus retrouvé leur place dans ces groupes-là. Et même aujourd'hui, pendant le mouvement du Hirak, lorsqu'on a décidé de créer le carré féministe et de revendiquer l'égalité, on a subi un rejet et une violence de la part de nos semblables, enfin de nos camarades militants qui se disaient démocrates et qui militaient soi-disant pour l'égalité, mais qui ont été extrêmement violents dans leurs paroles sur le fait qu'on revendique l'égalité et que pour eux c'était pas le moment de revendiquer ça. Oui, surtout lorsqu'on parle de l'égalité en héritage, on dit c'est la chose la mieux partagée. C'est jamais le moment. Voilà. C'est jamais le moment. L'égalité, c'est toujours. Oui, il est 19h pile là. Bravo. Et je trouve que vous avez dit beaucoup de choses qui vraiment donnent des pistes de travail, à la fois des parallélismes et tout. Bravo. Merci beaucoup. Merci beaucoup.